Du coup, bonjour, moi je suis Colline de Social Déclic. J'ai cofondé Social Déclic avec Charlotte, du coup, que j'ai d'ailleurs rencontrée grâce à Make Sense et un sprint Make Sense que j'ai fait du coup l'année dernière en juin. Avec justement le début de l'idée d'éventuellement mettre en lien des freelances avec des structures de l'ESS. Et j'ai très rapidement rencontré Charlotte et c'est du coup vraiment ensemble qu'on a tout construit. On a été tout de suite en phase avec les valeurs et ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on a créé, cofondé Social Déclic, qui est du coup aujourd'hui une association. Et l'idée, c'est de faire une communauté de freelance de la tech engagée. Donc réunir des freelances du numérique, quel que soit le métier, enfin tous les métiers du numérique. Donc en gros, on a des data scientists, des gens qui font du marketing digital, des développeurs, de la gestion de projet. Pas uniquement en tech dev, mais voilà, on a essayé d'élargir à tous les métiers du numérique. Et l'idée, c'est d'essayer de leur permettre de trouver des missions dans des structures de l'économie sociale et solidaire, des missions rémunérées dans des structures de l'économie sociale et solidaire, et aussi de les faire grandir et en tout cas sensibiliser au numérique responsable, accessible et inclusif. Le numérique responsable, en fait, c'est le fait de se poser la question de l'impact du numérique. C'est déjà de se poser la question, est-ce que faire un projet numérique est utile? Quel impact il va avoir? Et en fait, dans les différents impacts, nous, on voit principalement quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'impact environnemental, donc réfléchir à l'éco-conception, c'est-à-dire va y avoir le numérique représente 4% des gaz à effet de serre aujourd'hui. The Shift Project projette justement que ça représente 8% en 2025, donc on est sur une croissance exponentielle. Donc il y a des vrais effets sur l'environnement à l'utilisation du numérique, à développement de sites internet. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'éco-concevoir, réfléchir à des manières d'alléger l'impact environnemental du numérique. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'impact social. C'est la fracture du numérique et l'accessibilité du numérique. Il y a aujourd'hui l'électronisme, donc le fait d'avoir des difficultés à naviguer sur Internet et à utiliser des outils numériques. Aujourd'hui, ça représente 17% de la population, et de la population française. Et du coup, on peut avoir l'impression que comme tout le monde aujourd'hui a un téléphone, tout le monde navigue sur les réseaux sociaux, il y a même, enfin, tout le monde est à l'aise en fait à utiliser un ordinateur, à remplir un formulaire, etc. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a des jeunes qui peuvent être en difficulté quand il s'agit d'aller, par exemple, choisir des études sur des sites, remplir des formulaires, s'inscrire à l'ANPE, etc. Donc ça, c'est vraiment la fracture du numérique, s'assurer que tout le monde est en mesure de naviguer sur Internet et d'utiliser tous les outils qui sont disponibles sur Internet. Et ensuite, il y a l'accessibilité. Et ça, c'est le fait que beaucoup d'handicapés, de malvoyants, n'arrivent pas à naviguer parce que justement, ils peuvent avoir des petites déficiences qui font qu'ils ont des difficultés à naviguer sur Internet. L'exemple concret, c'est les daltoniens. Ça représente quand même une assez grande partie de la population aussi. Et en fait, s'il y a un bouton vert et un bouton rouge pour OK et pas OK, et bien eux, ils ne seront pas en mesure du coup de savoir sur quel bouton il faut appuyer, quoi. Donc l'impact social, c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur, que ce soit donc l'accessibilité, et puis aussi une troisième chose dans l'impact social, c'est l'inclusivité. Aujourd'hui, le numérique est représenté principalement par des hommes et souvent des hommes blancs d'une certaine catégorie. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'essayer de penser pour qu'il y ait plus de diversité dans le numérique. Donc il y a plein de choses qui sont déjà en place. Il y a des écoles de code gratuites, inclusives, qui permettent justement à des gens un peu éloignés du numérique de se former à ces sujets. Mais il y a aussi cet enjeu d'essayer de faire un numérique plus inclusif. Et donc sur ça, bon, nous, Social Déclic, on a notre petite fierté d'être 50% hommes-femmes. Donc au moins sur la parité, on arrive à avoir une certaine parité. Mais après, il y a encore beaucoup de choses à inclure pour beaucoup plus de diversité, rien que dans notre communauté, quoi. Donc voilà. Du coup, il y a l'impact écologique, environnemental, l'impact social. Après, il y a tout ce qui est l'éthique. Dans le numérique responsable, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, RGPD, tout ce qui est données. Donc tout ça aussi, c'est un sujet où on a envie de sensibiliser les gens qui développent le numérique pour s'assurer que voilà, les algorithmes sont bien développés, qu'il n'y a pas des biais dans d'éventuels algorithmes, par exemple d'intelligence artificielle, que les données, les collectes de données sont bien respectées, etc. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui nous tient à cœur et qu'on inclut dans le numérique responsable. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la création de valeur. C'est aussi de se dire, voilà, le numérique, c'est pas une fin en soi. Et s'assurer qu'à chaque fois qu'on développe un outil, qu'on fait une communication, qu'on développe un site internet, s'assurer de l'impact que ça aura.
et que s'assurer qu'il y a un objectif derrière et que c'est pas juste on fait un site parce qu'il faut faire un site, quoi. Et donc dans l'ESS, on considère que ça peut vraiment être un bon moyen pour toucher plus de bénéficiaires, le numérique, mais il faut bien se poser la question justement de l'impact que ça aura, quoi. Et si on considère qu'il n'y a pas forcément d'impact, eh ben, il ne faut pas le faire, quoi. Bah alors pour les techs engagés, déjà les premiers, ça a été un peu notre noyau dur. Les gens, nos amis, ceux qui ont donné un peu l'élan de Social Déclic aussi, nous ont donné l'idée de Social Déclic, c'est qu'on avait vraiment autour de nous des gens qui étaient freelance, qui se posaient des questions, qui avaient envie de trouver de l'impact. Donc ça a été le premier noyau dur. Après, on a beaucoup fonctionné par LinkedIn, par notre communication. On essaye de faire une communication sur LinkedIn pour toucher un maximum de freelance. On fait aussi des partenariats ou en tout cas des événements co-construits avec des acteurs comme par exemple Latitude qui déjà a beaucoup de tech dans son réseau, dans sa communauté. Donc on essaie de diffuser aussi auprès de partenaires comme Latitude ou comme Make Sense pour essayer de rassembler un maximum de freelance. Donc pour trouver des freelances, c'est ça, voilà, on fait beaucoup de LinkedIn, sur des réseaux, partage de communautés aussi, donc des communautés de freelance qui existent déjà. On essaye de leur proposer, de parler de Social Déclic. Hier, je faisais une intervention par exemple au Wagon aussi, pour des jeunes développeurs qui vont du coup sortir d'école, s'ils veulent se lancer en freelance, bah, du coup on parle de Social Déclic. Et ensuite, pour trouver des missions, nous, on a vraiment fait le choix pour le coup là, de se mettre un peu en partenariat avec des acteurs qui sont déjà accompagnateurs de projets impact ou d'économie sociale et solidaire. Et du coup, on travaille avec, par exemple, Hello Asso, qui déjà gravite autour de beaucoup d'associations. Et plutôt que d'essayer d'aller contacter l'ensemble de ces associations, on essaye du coup à travers des webinaires, à travers des fiches pratiques et à travers des mises en relation directes, de toucher du coup les associations qui auraient besoin de freelance dans le numérique. Pareil par Make Sense par exemple, on a fait un spotlight pour que si jamais il y a des gens, des porteurs de projets qui ont envie de trouver des missions, bah, du coup ils puissent faire appel à Social Déclic, qu'ils aient la connaissance de Social Déclic et qu'ensuite nous on puisse se mettre en relation avec la communauté, quoi. Donc on a voulu plus se positionner comme un porte-parole d'une communauté de freelance plutôt que juste un acteur de mise en relation, quoi. Et du coup c'est pour ça que côté ESS on se met plus en partenariat avec des structures qui accompagnent déjà des porteurs de projets ESS ou Impact. Quand on est freelance et qu'il s'agit de trouver des missions qui leur semblent utiles, donc dans l'économie sociale et solidaire, dans des projets engagés, je pense que les freins, c'est des endroits pour trouver des lieux de rencontre, en fait, pour trouver justement des acteurs de l'ESS, pour comprendre l'écosystème. En tout cas, nous, l'histoire de Xavier, qui est le premier décliqueur, qui est celui qui a un peu initié le projet, c'est qu'il voulait se sentir utile en tant que développeur et il ne savait pas comment s'y prendre, il ne savait pas où chercher. Effectivement, il a regardé sur Make Sense, qui a du coup une plateforme de mise en relation avec des opportunités d'emploi qui s'appelle Jobs. Mais il n'y a pas c'est pas spécifique freelance, donc il y avait beaucoup d'offres d'emploi avec tout type de contrat et du coup il ne savait pas trop comment en tant que freelance se positionner. Donc je pense qu'il y a un manque un peu de communauté et d'écosystème freelance for good. Donc ça c'est vraiment ce que nous on essaie de créer, c'est de se dire toute personne qui a envie d'être utile, par où il commence, on lui propose justement un programme pour amorcer sa transition et débuter. Un autre frein aussi, je pense que c'est la tarification. Ça, c'est un sujet qui est toujours un peu tabou chez les freelances et aussi dans l'ESS. C'est vrai qu'en freelance, on se met sa propre tarification avec un TJM, donc c'est complètement différent de quand on postule à une offre d'emploi. Enfin, c'est relativement différent. Et du coup, il y a cette peur de perdre complètement en rémunération. Donc nous, on prône vraiment chez Social Déclic que tout travail mérite salaire, que c'est pas parce qu'on travaille dans une association qu'on doit être bénévole absolument. Et on a envie vraiment d'essayer de trouver le tarif qui est acceptable pour le freelance, mais qui est abordable pour la structure. Donc on est consciente que c'est forcément, il faut peut-être appliquer un tarif un peu solidaire, mais voilà, rassurer aussi qu'on peut trouver des missions rémunérées avec un TJM qui est correct dans des associations et dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Et un des freins aussi qu'on peut se poser, surtout quand on est dans la tech, alors peut-être pas développeur, mais plus quand on est sur des métiers de gestion de projet, ou de data science, c'est est-ce que mes compétences sont vraiment utiles dans des associations? Est-ce que mes compétences sont utiles dans des projets impact? Est-ce qu'ils font vraiment des logiciels en interne? Est-ce qu'il y a vraiment des besoins? Du coup, c'est toujours se dire j'ai envie de me sentir utile, mais ça se trouve, je vais servir à rien et mes compétences ne serviront à rien.
Donc ça aussi, on rassure, il y a des études qui ont été montrées notamment par le Social Good Accelerator, qui est du coup justement une structure qui essaye d'œuvrer pour la Tech for Good au niveau européen. Et ils ont montré une étude que 90% des structures qu'ils avaient interviewées avaient envie d'avoir plus de compétences numériques au sein de leur structure. Donc c'était des structures d'utilité sociale. Donc il y a des vrais besoins dans le numérique. Après c'est important de comprendre un peu les mécanismes des ESS qui peuvent être un peu différents des structures classiques. Mais il y a des besoins dans le numérique. Cette étude elle était en 2019. Avec le Covid, tout s'est décuplé. On voit toutes les structures qui avaient pris un peu une transition digitale avant le Covid. Ça s'est beaucoup mieux passé cette transition. Donc sur ça, on rassure sur effectivement, il y a des besoins, les compétences tech, elles sont utiles. Après, on met un peu une garde, c'est qu'il faut aussi se dire que les interlocuteurs dans des structures SS n'ont pas forcément justement ces compétences et ne savent pas forcément ce que c'est un product manager. Déjà, ne savent pas ce que c'est et ne savent pas pourquoi on a des product managers, des product owners. Et donc, nous, on essaye aussi de faire un peu d'acculturation au numérique auprès de ces structures. Donc du coup, il y a un vrai besoin effectivement d'acculturation aussi des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on a aussi envie de dire aux freelances, c'est faites preuve de pédagogie, faites preuve d'écoute, faites preuve aussi de partage de vos connaissances. C'est pas forcément, les structures de l'ESS n'ont pas forcément toutes travaillé déjà avec des freelances. Donc aussi partagez et faites un peu de la pédagogie aussi sur le statut de freelance. Donc l'idée c'est voilà, essayer de créer du lien entre les structures de l'économie sociale et solidaire et les freelances de la tech. Un autre chiffre assez parlant aussi du Social Good Accelerator, de cette étude qui a été menée auprès de 218 structures d'utilité sociale, c'est justement qu'il y avait un manque de lieux de rencontre entre les acteurs de la tech et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est deux mondes un peu séparés. Et nous, on a vraiment envie de créer du lien parce qu'en fait, nous, nos freelances dans la communauté, ils ont vraiment envie d'engagement, ils ont vraiment envie d'utilité. Ils ne sont pas freelance parce qu'ils veulent juste gagner plus d'argent et qu'ils veulent être libres et qu'ils veulent partir 6 mois en Thaïlande, par exemple, pour voyager. Ils ont cette vraie envie d'engagement, d'utilité et ils ont choisi d'être freelance. Donc, ce n'est pas non plus un statut précaire pour leur part. C'est vraiment un statut de cœur pour pouvoir être plus libre dans ses choix, plus libre dans ses missions aussi, dans ses choix de ses clients. Et donc du coup, nous, on aimerait vraiment réussir à créer ce pont entre ces deux mondes et que à la fois les structures de l'ESS se sentent plus accompagnées et comprennent mieux les enjeux du numérique et de l'autre côté que les freelances de la tech puissent justement amorcer leur transition pour essayer de mettre un peu plus d'impact et se sentir plus utiles au quotidien dans leur métier, quoi.